Hey les amigos, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous êtes chaud cacao pour ce nouveau format de vidéo. Je vais essayer, c'est un test. Vous allez me donner votre avis, les amis, dans les commentaires. N'hésitez pas à balancer une razzia de likes pour commencer, un abonnement, un partage, tout ce que vous voulez. Et mettez un commentaire en dessous, hein. Dites-moi si vous trouvez que ce format vous plaît mieux qu'avant, vous plaît plus qu'avant. Avant, je lisais les articles et ça durait une demi-heure, trois quarts d'heure. Là, ça va être peut-être un poil plus rapide, je pense, plus concis, plus précis, et des sujets qui vont être abordés avec un sommaire précis. Tout d'abord, la petite miniature, je vous la mets là, regardez, hop, elle apparaît, et hop, elle disparaît. Et maintenant, on va partir sur quoi? Sur l'introduction, les amis, et on y va, let's go! Voilà, une intro qui a été assez rapide. Voilà, comme ça, on va pas tarder à partir sur le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quoi? C'est le stage commando. Est-ce qu'il va nous servir à quelque chose? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir produit et créé ce stage de la part de De Zerbi pour créer une cohésion des joueurs? Est-ce que les joueurs vont s'entendre mieux sur le terrain? Je ne sais pas. En tout cas, c'est à vous de me le dire. Mais en tout cas, on va voir pour quelles raisons donc De Zerbi a mis ça en place. Donc Roberto De Zerbi, déjà, avant de partir en stage, après la victoire face à Lens, une belle victoire, on va dire. Déjà, c'est une victoire, ça fait plaisir. Eh bien, il souhaite désormais durcir son management. Ça, c'est RMC qui nous en a parlé. Et je vous l'avais dit, hein, après le match, le lendemain, j'avais fait le live débrief à froid et j'avais dit que j'ai l'impression qu'il va durcir un petit peu de plus en plus. Vu ce qu'il avait dit en conférence de presse après le match face à Auxerre, où ça s'est mal passé, il avait dit donc si c'est moi le problème, eh ben je pars. Voilà, je pars, j'ai pas besoin d'argent, je m'en bats les steaks. Et là maintenant, j'ai l'impression qu'il choisit les joueurs qui lui conviennent le mieux. Voilà, il n'y a plus le joueur qui vaut 25 millions, 30 millions qui ne convient pas. Par exemple, pour un Nil Mopé, il a mis Nil Mopé plutôt à la place d'un Iliwayi. Derrière, Quentin Merlin, ben, il était un petit peu incertain ou il n'était pas à fond. Et ben, il a mis un Ulysse Garcia, il s'en foutait. Pareil pour Rongier, Ismaël Koné qui ne convient pas, comme il est là dans la liste. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il a dit. L'Italien a recadré plusieurs joueurs en laissant entendre qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur investissement et de leur sérieux. D'abord, je reviens sur le sommaire. Le sommaire est en blanc, mais il va passer en jaune, parce que c'est le sujet mis au vert qu'on aborde maintenant. Et après, on abordera le choix de De Zerbi. Après, on ira sur l'actu et le mercato, parce qu'il y a un petit peu de mercato. Parmi eux, les joueurs donc, qui sont un petit peu à recadrer de la part de Zerbi, c'est Ismaël Koné, voilà, qui n'a pas de temps de jeu, qui a eu des blessures, bien sûr. Pour l'instant, il n'a pas vraiment commencé sa saison. L'adaptation, le climat, en plus, il change de poste. Parce que n'oublions pas, Ismaël Koné, il arrive pour être devant la défense. Et dès qu'il arrive, on lui dit, bah, tu vas jouer pratiquement en 10 en concurrence d'un Amin Harit. Donc pour l'instant, il a du mal. Et pour l'instant, même son caractère, même son investissement n'est pas au top. Lilian Brassier, ça on le sait. Alors, est-ce que son investissement, il n'est pas au top? Déjà, on parle de son côté se chier dessus sur le terrain, son mental n'est pas terrible. Alors si l'investissement n'est pas terrible, j'estime ça normal qu'on l'écarte un petit peu. Je parle de Brassier, je parle de Wai, qui est sur le banc maintenant, avec Nil Mopé qui est titulaire. Jonathan Rowe, même si le système, on va en parler juste après, ne lui convient pas en 3-5-2, eh ben, il est sur le banc. Quentin Merlin, qui était sur le banc avec Ulysse Garcia titulaire. Leonardo Ballardi, donc on n'a pas vraiment le choix parce qu'on ne va pas mettre non plus Pim Pam Poum. Et Mason Greenwood, qui est quand même notre fer de lance devant. C'est normal de mettre titulaire. Des joueurs qui ont pour lui, donc pour Roberto De Zerbi, un fort potentiel, mais qui se heurtent parfois à un certain manque d'exigence ou qui doivent avoir un déclic mental et dans l'attitude. Et c'est pour cela que De Zerbi a mis en place ce stage pour avoir ce déclic, voilà, dans le mental, dans le caractère, créer une cohésion dans le groupe. Je vais enchaîner avec ce stage, Roberto De Zerbi souhaite disposer de son groupe au complet 24 heures sur 24 pour les préparer aux prochaines échéances, donc le match face à Monaco ce dimanche, le match à Saint-Etienne et le match face à Lille. Donc ça va créer une osmose et peut-être des automatismes vont se créer dans ces 4 jours, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de faire une mise au vert alors qu'on est au Vélodrome, on est à domicile? C'est pas comme si on était à l'écart. Par exemple, on va à l'étranger, on fait une mise au vert de 2-3 jours. Non, non, là c'est à côté de Marseille. C'est à 2 heures de Marseille, c'est à Malmort si je ne me trompe pas. Donc un stage qui est pas loin de la maison, mais ils n'ont pas le droit de rentrer à la maison. Donc ils vont pas voir leur famille, ils restent à l'écart pendant 4 jours. Donc est-ce que ça va créer quelque chose? Je l'espère, parce qu'au bout d'un moment, il essaye tout. J'ai envie de dire, De Zerbi, il essaye tout. Il a essayé la manière douce, maintenant il est plutôt dans la manière, je ne vais pas dire forte, mais ferme. Voilà, un peu plus de rigueur, d'exigence, comme il l'a dit dans le message de juste avant.
J'estime que c'est une bonne chose, qui change un petit peu de braquet. Voilà, qu'on arrête un petit peu avec tiens, tu veux un chocolat? Non, non, maintenant c'est plus le chocolat, c'est le piment que tu manges. Et si tu ne l'acceptes pas, eh ben, tu seras écarté. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de remontée comme quoi un joueur se plaignait. Mais avec le temps, on verra bien. Si ça ne fonctionne pas comme ça sera encore un plus intransigeant. Donc on va voir un petit peu avec ce stage-là. J'espère qu'il fonctionne bien. Pour les prochaines échéances, marteler encore sa philosophie de jeu et apprendre de mieux se connaître. Voilà pour quelles raisons le stage a été mis en place. Et on va voir que tout se passe bien du côté du stage, puisqu'il y a les supporters qui sont partis du côté de Malmort, en stage du côté de Malmort, à quelques supporters marseillais habitant le coin, n'ont pas voulu manquer l'événement. Merci à Bellom d'avoir relayé les photos. C'est Roberto De Zerbi lui-même qui est sorti saluer les supporters présentés hier, tandis qu'aujourd'hui, c'est les joueurs eux-mêmes qui se sont arrêtés. On va voir les photos qui sont plutôt magnifiques. On voit De Zerbi avec des supporters et un Alléluem sur du carton. Le maillot qui a été signé, on le voit en haut à gauche. Derrière, il y a une autre photo. Alors, on va aller voir les autres. Bam! Avec Bilal Nadir, vous voyez à droite les cheveux défaits. Et c'est son anniversaire, c'était hier. Voilà, donc j'ai un peu de retard. Bon anniversaire à toi, Bilal. Nadir qui a eu 21 ans, donc force à lui. Longue vie, comme ils disent, Inch'Allah. Et on continue avec peut-être un autre. Voilà, une autre photo, l'Alléluem de tous les supporters. Et ça fait extrêmement plaisir qu'il y a une petite cohésion et même avec les supporters, voilà une communion qui se crée du côté de stage, que ce soit pas trop enfermé, que voilà qu'il reste un petit peu avec le groupe bien concerné. Allez, on enchaîne maintenant avec les choix de De Zerbi. Voilà, on a fait vite fait le stage. Voilà, ça date depuis mardi. Ça se termine donc ce vendredi soir si je ne me trompe pas. Samedi, ils retrouveront leur famille. Ils pourront avoir un petit peu de temps avec leur famille, s'alléger un petit peu la tête, les esprits, le corps ici et là. Et on va voir après dimanche comment ils seront, s'ils seront au top ou pas. Allez, on enchaîne avec le deuxième sujet, les choix de De Zerbi. Allez, on y va tout de suite. On enlève mise au vert. Les choix de De Zerbi. On va voir si les choix seront les mêmes. Alors, du côté du choix de De Zerbi, j'ai envie de mettre en avant les Rongier, des Bilal Nadir. Alors, pourquoi je mets Bilal Nadir? C'est parce qu'il y a un joueur qui est complètement écarté depuis un moment. C'est Ismaël Koné. On ne le voit plus. Voilà, il n'a pas le temps de jeu. Et à chaque fois qu'on l'a vu dernièrement, il n'a pas convenu. Il n'est pas convenu. Sur le terrain, il n'était pas bon. Donc, Ismaël Koné, il passe derrière maintenant Valentin Rongier. Et j'ai envie de dire, Bilal Nadir, est-ce qu'il ne va pas passer devant lui si Ismaël Koné ne commence pas à réagir? Comme on l'a vu dans les joueurs qui ont été repris par De Zerbi, il était dans la liste. Donc on va voir un petit peu du côté du stage s'il s'est repris. Est-ce que Bilal Nadir a eu sa chance? Oui, il a eu sa chance. Est-ce qu'il a pris sa chance? J'ai l'impression que oui. Il a fait une bonne prestation. Valentin Rongier, on ne va pas en parler. Il fait partie des meilleurs joueurs lors du match contre Lens. Donc on va voir si ces deux joueurs-là vont être remis devant encore Ismaël Koné. Ismaël Koné, il en a parlé lors des dernières conférences de presse. Roberto De Zerbi, il avait dit quoi? Il avait dit ça. Il doit avoir un déclic en termes de mentalité, pour parler d'Ismaël Koné, pour aller plus loin. Sinon, à ce niveau, le potentiel ne sert à rien. Grincer Roberto De Zerbi. Il fait partie de ces joueurs qui sont complètement différents le dimanche en match par rapport à ce qu'ils font à l'entraînement. Donc c'est pour ça qu'il est un peu énervé. Il le voit à l'entraînement, il est très fort, Ismaël Koné, comme on l'avait vu dans les matchs de pré-saison, où il va marquer son but pour sa première prestation face à Sunderland. Si je ne me trompe pas, le but qui part de 40 mètres, là, il récupère le ballon, il dribble un ou deux joueurs, il rentre à la surface, petit plat du pied, coin opposé. Donc c'est un super joueur, on le voit qu'il a la qualité. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à vraiment en prendre le pas sur les matchs vraiment officiels. Voilà, en compétition, il n'arrive pas à passer le cap. Et c'est surtout si avec son replacement qui est différent, voilà, il ne parle pas de loin, il part de vraiment un peu plus haut sur le terrain. Et pour l'instant, ça ne lui convient pas. Donc je lui souhaite bonne chance à Ismaël Koné. Mais est-ce que ça va être un des choix du coach? On va voir dans le futur choix. Les autres choix, donc on en a parlé, Valentin Rongier, qui avec Daniel Réolio qui en a parlé du côté RMC, pardon, il nous a dit que Rongier va s'installer et ne va plus bouger. Moi, je lui redonnerai le brassard de capitaine, c'est un soldat, il répond toujours présent. Alors moi, j'irai peut-être pas jusque-là, parce qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient récupérer ce brassard, comme Højbjerg, qui est pour moi le leader, le guide de cette équipe depuis le début de saison. Je ne vais pas parler de Greenwood, qui est lui le leader technique, le leader offensif, celui qui va la mettre au fond. Derrière, on a un Balerdi qui devrait avoir le rôle de leader, mais j'ai l'impression qu'avec ses absences par la blessure ou par le carton rouge, il n'a pas eu le temps de s'imposer en tant que vrai capitaine. Derrière lui, en plus, il y a des jeunes qui viennent d'arriver, comme Brassier. Cornelius, c'est pas jeune, mais c'est jeune dans l'équipe. Il ne connaît pas toute l'équipe, tout le climat marseillais, la Ligue 1 ici et là. Et tous les autres joueurs qui ont des joueurs en défense à côté de lui, ce n'était pas vraiment des cadres. Donc, Balerdi, j'ai l'impression que sans manque de cadre, il manquera un petit peu. Voilà, donc on revient sur Rongier, qui a fait une bonne prestation. Et est-ce qu'il mérite le capitanat? Dites-moi-le. Un autre joueur dans les choix du coach, c'est
Quentin Merlin, il est pressenti en interne pour retrouver le 11 de départ face à Monaco. Selon le Phocéen, il a été écarté, il a été mis sur le banc et il n'est pas rentré face à Lens. Garcia a joué toute la rencontre. Garcia, pour ma part, j'aime pas trop. Voilà, il a une bonne patte gauche. Il peut centrer. Il a une bonne patte gauche pour centrer. Offensivement, il apporte quelque chose. Contre Lens, on l'a pas vu du tout. Donc offensivement, s'il apporte pas, eh ben on le voit pas du tout. Et derrière, défensivement, ben il a laissé un petit peu dans son dos souvent des trous. Voilà, que ce soit Sotoka, que ce soit Frankowski. J'en ai parlé dans le débrief à froid. J'estime que Garcia, c'est quand même un degré moindre, un niveau moins que Quentin Merlin, et j'espère qu'il revienne en forme. Un autre joueur aussi qui a eu sa chance, voilà, donc on a parlé de Garcia, on a parlé de Nadir, on a parlé de Rongier, c'est Neal Maupay. Neal Maupay, on le voit, la portée de poitrine, la petite passe pour un autre, c'est Valentin Rongier qui a marqué son but. Neal Maupay qui a fait une superbe deuxième mi-temps face à Lens, avec 2 passes décisives. Alors 2 buts et 2 passes décisives en 6 matchs, comme il dit, quotidien du sport, mais par contre, pas toujours décisif, parce que n'oublions pas le match face à Angers, il est titulaire. Et il n'est pas décisif, à moins que tu comptes la décisivité, je ne sais pas si ça se dit, mais le carton rouge qu'il reçoit face à Angers, pour moi, ce n'était pas décisif pour l'OM. Donc pour Maupay, pour l'instant, ben, j'ai l'impression qu'il est devant Wai. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai l'impression que si on m'écoute depuis le début de la vidéo, de ce que je vous ai dit, l'intransigeance de Roberto De Zerbi qui a voulu taper du poing sur la table en reprenant un petit peu des joueurs et en leur parlant, criant dessus, mais vous voyez ce que je veux dire, en leur reprochant des choses, l'exigence et si là l'investissement qui n'était pas au top pour l'instant. J'ai l'impression que Wai passe en second. On passe en second maintenant. Voilà, donc on aura Neal Maupay titulaire. Ça, c'est mon avis. J'enchaîne et je vous montre maintenant toute la compo. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. On a aussi Luis Enrique qui était titulaire et pas Jonathan Rowe. Ça aussi, on va en parler dans la compo. Ça, c'est la compo du match face à Lens. Donc, vous avez un 3-5-2 ou 3-4-2-1 plutôt, avec Mason Greenwood qui était à côté de Rabiot, mais c'était un petit peu... voilà, c'était bizarre cette compo-là. Il y avait Rabiot qui était un temps très haut sur le terrain, un temps un cran plus bas et Greenwood à côté de Maupay. Donc, c'était... pas dire asymétrique ce système-là, mais c'était quand même un peu différent d'habitude. Et on avait surtout Enrique qui était en termes de piston. Donc c'est pour cela que Jonathan Rowe, on ne l'a pas vu, parce qu'en termes de piston, j'ai l'impression que Luis Enrique convient mieux à ce profil-là. Voilà, il a plus de coffre, c'est un joueur vachement athlétique. Alors qu'un Jonathan Rowe, j'ai l'impression que c'est plus dans le côté provocation, dribble, être plus proche du but et faire des différences dans les petits espaces, à faire plus de différences offensivement, à tenter plus de gestes. Je ne dis pas qu'il est moins bon, mais en termes de profil de piston, si on doit jouer dans ce système-là, j'ai l'impression que Jonathan Rowe, on ne le reverra pas à la place d'un Enrique et même d'un Garcia. Donc si c'est Garcia, ça peut être Quentin Merlin, il n'y a pas de souci. Enrique, tu peux mettre un Lirola, pourquoi pas, ou un Murillo, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que Jonathan Rowe, ça sera plutôt dans les deux derrière l'attaquant. Que ce soit Rabiot, s'il n'est pas là, ou si Rabiot va plus bas avec Rongier, ou Greenwood. Ou alors carrément Jonathan Rowe qui sera devant avec Maupay. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va revenir avec ce même système dimanche contre Monaco? Est-ce que vous pensez qu'on va remettre un petit peu ce même système, ce 3-4-2-1? Ou alors on va repartir en 4-2-3-1, 4-3-3, comme il avait mis depuis le début de saison pratiquement Roberto De Zerbi. Après, le schéma... c'est pas ça qui fait le match, c'est l'animation. Voilà, on peut très bien mettre en 4-3-3. Si on descend Garcia, on le met à la place de Kondogbia légèrement à gauche et Kondogbia en défense centrale à côté de Balerdi, ça fait une ligne de 4. Vous pouvez mettre Højbjerg en point de basse ou Rongier en point de basse, Rabiot, Rongier, et à droite, vous mettez Greenwood, à gauche Enrique et devant Maupay. Ça fait un 4-3-3. Ça, on peut le faire dans tous les sens. Voilà les amis, donc du côté du choix du coach, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que De Zerbi va garder ses choix vraiment les mêmes qu'il a eu contre Lens? Allez, on enchaîne avec les choix de l'autre coach. Voilà, donc c'est un sujet qui n'a rien à voir avec le choix de Zerbi, mais ça peut convenir parce que c'est nos adversaires. Et oui, parce qu'on affronte quand même une équipe, c'est Monaco. Très belle équipe de Ligue 1 qui est deuxième au championnat. Donc je vais vous montrer le classement après. Mais regardons d'abord leur équipe qui joue en 4-2-3-1. C'est un petit peu aussi... pareil, quand ils ont le ballon, ils passent à 3 derrière, avec soit un Caio Henrique qui est du côté gauche de la défense, ou soit un Vanderson qui va monter d'un cran et même repiquer un petit peu dans l'axe, comme on voyait Quentin Merlin pendant un moment. Et ça leur pose des problèmes. Souvent, ça leur pose des problèmes. Contre le Benfica, il y a eu un Di Maria qui a fait du mal à la défense, avec 2 passes décisives, il me semble. D'ailleurs, ils ont perdu 3-2, vous voyez le score en haut. Ah non, vous ne voyez pas. Mais si je vous le montre l'écran, regardez, vous voyez le score en haut?
Oui, le 3-2 contre Benfica. Donc cette compo-là, il y a des joueurs à faire attention quand même à prendre vraiment au marquage, que ce soit les Akliouche, les Ben Seguir, les Golovin, les Mbolo qui vont être compliqués à marquer parce que c'est des joueurs qui sont complètement différents. On a un Akliouche, Ben Seguir et Golovin qui sont plus dans la vivacité, la technique et l'élimination et même la passe au dernier moment pour un Mbolo qui est plutôt dans le physique, dans l'impact, dans le jeu aérien qui est très fort aussi. Donc on a quand même une attaque qui est assez virevoltante et assez difficile à prendre. Le milieu de terrain qui est costaud. Voilà, Camara, le jeune ancien de Metz, qui est quand même jeune. Voilà, on va le dire qu'il est très jeune par rapport à notre milieu, que ce soit Rabiot, Rongier ou Højbjerg. Et Zakaria qui, pour ma part, beaucoup en disent du bien. Et ben moi, je trouve aussi qu'il fait un excellent début de saison. C'est un joueur qui a du vécu, donc attention à ce milieu de terrain. Ça manque d'un joueur quand même d'expérience en plus de Zakaria pour ma part, parce que si on regarde bien leur milieu de terrain, si on fait un triangle avec Ben Seguir, ça fait Ben Seguir très jeune, Camara très jeune, Zakaria qui fait un peu le tonton. Mais derrière, si ça tombe contre notre trio à nous, que ce soit Rongier, Rabiot et Højbjerg, j'ai l'impression que par l'expérience, on peut prendre le dessus. Par la technique, il y a plus de technique côté monégasque, c'est sûr, si on prend l'attaque et le milieu de terrain. Mais derrière, voilà, donc on a notre mot à dire. Quoique, techniquement, c'est vrai que j'ai oublié. Et on a du Greenwood, on a quand même des joueurs qui sont techniques. Mais si on prend juste le milieu de terrain, il y a quand même un poil plus de technique du côté monégasque. La défense derrière, on a deux costauds avec Thilo Kehrer et Singo qui sont bons dans le jeu aérien. Attention dans le jeu aérien, les coups de pied arrêtés. Et Vanderson et Caio Henrique qui ont deux profils qui peuvent se ressembler, avec un Caio Henrique qui a une super patte gauche qui peut te la délivrer à tout moment une passe décisive, et un Vanderson qui par sa vitesse, sa frappe de balle qui est très bon dans les frappes de loin aussi. Attention à Vanderson qui peut marquer des buts aussi à tout moment. Donc on a une équipe assez complète qu'on va affronter, la deuxième du championnat, qui a la deuxième ou la première défense du championnat, je crois égalité avec Paris. On va regarder ça dans le classement juste maintenant. Ils ont 10 buts encaissés, si je ne me trompe pas, voilà, comme Paris. Par contre l'attaque, ils ont une attaque un peu inférieure à nous. Nous on a la deuxième meilleure attaque du championnat, mais on a la sixième défense avec 16 buts encaissés du côté monégasque. Donc la première défense, ou deuxième si vous voulez, et la quatrième, je crois, quatrième attaque du championnat. Voilà les monégasques. En cas de victoire de l'OM, l'OM passerait deuxième devant Monaco, même aux différences de but, parce qu'on a plus 11 et ils ont plus 11. Voilà où nous en sommes pour les choix de derby et le classement général. Maintenant, on va passer sur autre chose et on va passer sur l'actualité, même si on peut continuer sur cette rencontre avec le petit Clément Turpin. Allez, Clément Turpin, on termine avec la rencontre. Clément Turpin au sifflet pour le choc contre Monaco. Vous le savez très bien, Clément Turpin ne nous réussit pas, mais vous n'avez pas sa stat. La stat, c'est quoi? La stat, c'est 43 matchs de l'OM arbitrés par Clément Turpin pour 14 victoires à peine. Ça fait une victoire tous les 3 rencontres à peu près. 19 défaites, donc ça fait presque une défaite tous les 2 matchs. Et 10 matchs nuls. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Est-ce que vous craignez l'arbitrage de Clément Turpin et de son ami, le compère à la VAR, qui s'appelle Monsieur Pignard? Et oui, en plus ça rime. Est-ce que vous craignez l'arbitrage les amis? Dites-moi le dans les commentaires. Allez, on enchaîne les amis avec le prochain sujet. Ça va être l'actu Mercato. Allez, on y va, let's go cacao, et on y va, let's go, avec le Mercato. L'actu, il n'y en a pas grand-chose, mais on continue, et on va directement sur le Mercato avec l'OM qui serait intéressé par le profil de Giacomo Raspadori, l'attaquant italien de 24 ans, en manque de tour de jeu à Naples. L'attaquant est bien connu par Roberto De Zerbi. Le Napoli valorise son joueur autour des 20 millions d'euros selon les médias italiens. Donc le média italien, je crois que c'est Repubblica. Donc le joueur italien, voilà, qui est passé par Sassuolo, et qui joue désormais à Napoli, mais il ne joue pas beaucoup effectivement depuis le début de saison. Il n'a pas joué depuis le début de novembre si je ne me trompe pas, à part avec la sélection, la bicéleste j'allais dire. La Squadra Azzurra, excusez-moi. Donc il ne joue pas beaucoup, c'est un attaquant qui est petit de taille, on va aller voir son profil Transfermarkt. Avant qu'on aille voir son profil Transfermarkt, donc il a croisé Roberto De Zerbi du côté de Sassuolo. En jeune, il n'a pas joué beaucoup en pro, mais on va voir un petit peu ce qui se dit du côté de Giacomo Raspadori en 2023. J'ai eu la chance de travailler avec des entraîneurs de haut niveau, nous dit l'attaquant. Mais si je dois en citer un, ce serait De Zerbi. Il m'a toujours voulu au cœur de son projet. Avec De Zerbi, j'ai pris conscience de mes qualités. Si je n'avais pas eu un entraîneur comme lui, mon sort aurait pu être différent. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il lui a peut-être drivé au début de sa carrière. Il a montré comment jouer dans un système qu'il voulait prôner à l'époque. Et ça lui a convenu parfaitement parce que c'est un joueur différent. Ce n'est pas un attaquant vraiment pur. C'est un joueur qui peut être comparé à un Imopé, si on peut le comparer.
Voilà, donc je continue et on va voir maintenant sur un autre avis et celui de Roberto. Parce que cette fois, on a l'avis de Zerbi sur Raspadori en 2023. Pour moi, c'est un 9. C'est un 9, ce n'est pas un 10 parce que personnellement, j'associe le 10 à quelque chose de plus spectaculaire. J'aimerais qu'il devienne un peu plus exubérant car en tant que joueur, il a tout. La puissance, il frappe des deux pieds, il est malin, il sait tirer en volée du droit comme du gauche. Alors il a tout, j'ai envie de dire, il n'a pas le jeu aérien. Voilà. C'est un petit peu comme je le comparais à Mopé, degré plus parce qu'il a plus de qualité, j'ai l'impression, plus jeune. Mais voilà, donc c'est pas vraiment un joueur complet. On va voir un petit peu maintenant sa fiche Transfermarkt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Giacomo Raspadori, 24 ans, donc né en 2000, le 18 février, 1m72, deuxième attaquant, sa position préférentielle, italien, donc 36 sélections, 7 buts. C'est pas un grand buteur, vous allez voir. Contrat jusqu'en 2028 du côté de Napoli, 20 millions de valeur Transfermarkt, on descend un petit peu. Donc deuxième attaquant, son poste prioritaire, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer avant-centre. Donc son contrat jusqu'en 2028, on en a parlé, 20 millions de valeur Transfermarkt. Cette saison, c'est 8 rencontres, 8 apparitions, on va dire, pour 383 minutes, une passe décisive. Et si on regarde tout le long de sa carrière, si vous voulez voir, eh ben on va aller voir, il a joué combien? Hop, on va aller voir depuis le long de sa carrière. Il a joué environ 266 matchs, 73 buts, 26 passes décisives avec les matchs aussi de Primavera. C'est là où il avait connu De Zerbi, du côté de Sassuolo, où il avait marqué 24 buts en 53 matchs. Donc vous voyez que ça monte un petit peu son ratio de stats. Mais sinon, donc il n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté de Napoli. Il n'a pas joué depuis le début novembre. Est-ce que c'est un bon coup à faire pour cet hiver? Je ne suis pas sûr. Moi, personnellement, je ne miserai pas trop sur l'attaque. On a la deuxième meilleure attaque du championnat. Même si nos attaquants, pour l'instant, nos numéro 9 ne fonctionnent pas trop au top. On a un Mopé qui a fait quand même deux bonnes prestations de suite à Nantes face à Lens. Donc, donnons confiance à Mopé qui est en pleine bourre. Laissons un petit peu Wai se reprendre tout seul et le faire rentrer tout doucement et reprendre confiance. Et on aura quand même deux attaquants de qualité. Ensuite, derrière, il y a Mumbagna, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il reviendra avant la fin de la saison, vers mars ou avril, un truc comme ça. Et si on a un Mumbagna encore en fin de saison, ça pourrait nous apporter encore plus. Donc moi, j'ai envie de dire, se positionner sur des attaquants, je ne pense pas que c'est vraiment nécessaire. À mon avis, moi, c'est un jeu d'agent. Ça doit être l'agent de Raspadori, donc du côté des médias italiens, il a dû faire un petit peu, tourner un petit peu l'information comme quoi l'OM était intéressé, mais ça m'étonnerait, voilà. À mon avis, du côté de la Juve, on s'est souvent un petit peu entendu, bien entendu avec Longoria qui a des ententes avec la Juve. Pareil pour Benassia. Ils ont dû demander du côté de la Juve avec ces agents italiens-là. Est-ce que vous êtes intéressé ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, mais on en reste à ça pour l'instant pour Raspadori. Et on passe sur un autre joueur de la Juve, encore une fois. Et cette fois, c'est un joueur qui m'intéresserait un peu plus. Alors, vous allez me dire, il est vieux. Oui, il a 33 ans. Danilo aurait reçu une offre de l'OM et d'autres clubs brésiliens, pardon. Selon Juventibus. Je ne sais pas ce que c'est comme média. Je me suis abonné, tiens. On va voir un petit peu la suite de ce mercato. Pour l'instant, c'est le début. C'est des rumeurs. Mais on va voir que ce profil me convient un peu plus. N'oublions pas qu'on est en difficulté défensivement. On a la 6e défense avec 16 buts encaissés en 12 rencontres. Donc, on n'a pas vraiment on n'est pas rassuré défensivement. Et surtout ce poste-là, défensivement, côté droit, ça peut permettre de voir un Murillo aller sur le banc. Et moi, ça ne me déplairait pas. Donc, le Brésilien qui a 33 ans, mais 84, défenseur central actuellement. Il a joué arrière latéral droit, souvent. 65 sélections avec la Seleção et 1 but. 7 millions de valeur Transfermarkt. Il est en contrat jusqu'à la fin de saison. Mais attention, il y a une option dans son contrat selon les performances. Il est droitier, défenseur central comme vous voyez, poste principal, poste secondaire, arrière droit, arrière gauche, il peut dépanner. 7 millions de valeur Transfermarkt, 1m84, je l'ai parlé. Il a joué comme dans des clubs comme City, comme le Real, comme Porto. Et à chaque fois, il s'y est imposé. Voilà, il a joué des matchs. C'est pas comme s'il était sur le banc, il jouait jamais. Donc c'est un joueur de qualité, qui a de l'expérience et qui pour moi peut faire partie des joueurs que je réclame depuis le début de saison. Je voulais parler de l'expérience au milieu de terrain. On l'a avec Rabiot, Højbjerg, Rongier, Kondogbia quand il est milieu de terrain. Mais c'est de l'expérience qui compte. En attaque, degré moindre, on a un Mopé. On n'a que lui d'expérience parce que le reste, en expérience, il n'y a pas beaucoup. Mais derrière, si on regarde bien, à part Balerdi, et encore, c'est pas un joueur terminé pour moi, je ne trouve pas qu'on a une énorme expérience. Voilà, vous n'allez pas me parler de Murillo qui connaît à peine la Ligue 1 ici et là. Pour moi, il n'y a pas vraiment une expérience concrète. Je parle du très très haut niveau. Voilà, donc pour moi, ça serait un plus. Alors, je ne sais pas où il en est physiquement
mentalement et techniquement. Apparemment, il a joué 12 rencontres. Enfin, il a fait 12 rentrées, on va dire, 453 minutes. Il n'a pas joué depuis le début du mois de novembre. Voilà, il n'a pas de blessure. Par contre, là, j'ai regardé toute sa carrière. Pas beaucoup de grosses blessures. Voilà, souvent des petits pépins. Il a eu les ischios l'année dernière. Il a eu une petite blessure à la malléole. Ça doit être un coup sur l'os de la malléole. Il a manqué 5 matchs. Mais mis à part ça, 5-6 matchs maximum depuis le début de sa carrière, c'est sa seule plus grosse blessure. Donc, ce n'est pas un joueur qui est souvent blessé. Cette saison, il n'a pas été blessé. Donc, moi, j'estime que ça serait, pourquoi pas, un coup intéressant à voir, un moindre coût, en espérant que le salaire ne soit pas énorme. Mais c'est des rumeurs. Voilà, on va rester sur le terme de la rumeur. Pour l'instant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourriez avoir un petit jeune comme Raspadori, qui est certes de la qualité, je ne dis pas le contraire, ou un autre qui a de l'expérience, qui a peut-être encore beaucoup de qualité, comme Danilo. Pour moi, je préférais aller sur un Danilo, même si, bon, c'est pas bling-bling ici et là, mais c'est quand même un joueur de qualité. Allez, j'enchaîne les amis avec une autre rumeur. Cette fois, bon, c'est plus concret puisqu'il est déjà à l'essai à l'OM. C'est Hamidou Makalou, milieu défensif international de U17, est actuellement à l'essai à l'OM. Il avait notamment terminé deuxième meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde des U17 selon Garinch. C'est un journaliste, donc il est à l'essai du côté de la réserve avec la Nationale 3 et avec pourquoi pas un essai qui sera concluant et pourquoi pas un avenir prometteur pour le jeune milieu défensif. C'est un milieu défensif, on va voir sa fiche. 18 ans, 1m72, petit gabarit. Milieu défensif, malien, U17, 7 sélections, 2 buts. Et il joue au club de Guidar FC au Mali. Alors, je n'ai pas d'autres informations, à part qu'il peut jouer milieu défensif et milieu central. Il est droitier, 1m72, malien. Je n'ai pas d'autres informations, je ne vais pas m'informer plus que ça. On va attendre de voir quand ça sera du plus concret. Et ce n'est pas pour l'effectif pro, ça sera pour la réserve d'abord. Et on ne sait jamais. On ne sait jamais, 18 ans, il n'est pas loin d'être terminé peut-être. Hein. S'il faut, imaginons, il signe maintenant et l'année prochaine, imaginons, il peut jouer des matchs. Eh bien, au moins, on en aura parlé maintenant. Voilà les amis pour le mercato, je pense que ça va tout aborder. Dernière chose, avant de partir sur la question, il y a marqué question juste en dessous. La petite actu, voilà la petite actu pour le meilleur joueur. Élisez-moi le meilleur joueur, vous, dans les commentaires. Qui est pour vous le meilleur joueur du mois de... Alors, ils l'ont mis pour le mois de novembre? Oui, le mois de novembre. N'hésitez pas à me proposer soit Rouli, soit le deuxième, je crois que c'est Greenwood, je crois. Oui, soit Greenwood ou soit Rouli. Lequel pour vous est le meilleur joueur? Et je vais voter devant vous. Alors, on a 2019 j'aime pour Rouli et on a 463 j'aime pour Greenwood. Eh bien, je vais voter Rouli, tout simplement. 2020. Voilà, je suis le 2020e. N'hésitez pas à voter, c'est sur un Instagram. Donc, il sera élu dans pas longtemps. Voilà les amis, maintenant passons sur la question. J'ai envie de passer sur la question directement. N'hésitez pas à me dire lequel vous choisissez pour le joueur de votre mois. Allez, on y va sur la question, on enlève l'actu. Et la question c'est quoi? Vous allez me dire, on est sur le mercato bientôt. Alors je vous pose une question de mercato et je vous demande, hop, elle va apparaître maintenant, quel joueur quittera l'OM cet hiver? Est-ce que ça peut être pourquoi pas Eli Wahi, même si j'y crois pas trop, un départ d'Eli Wahi, c'est l'avenir, plusieurs fois, même Benassia dernièrement à RMC a dit, pour nous c'est l'avenir, on a un projet sur lui et c'est là. Ou alors un Brassier qui pour moi pourrait partir, hein. Je sais pas comment ça se déroule là, mais actuellement, c'est pas très bien pour Petit Brassier qui n'a plus de temps de jeu, qui est même écarté du groupe dernièrement. Donc est-ce que ça va lui faire un mal pour un bien pour l'écartement ça se dit, oui, pour l'écartage qu'il a eu du côté de Lens, qui n'a pas joué, qui n'était pas dans le groupe? Est-ce qu'il va être remis dans le groupe et pourquoi pas titulaire contre Monaco? Ou est-ce que ça va être encore plus long? Et jusqu'à quand? Jusqu'à la trêve. Et pourquoi pas à la trêve, on vendrait, on laisserait partir Brassier. Même si c'est un prêt, voilà, c'est un prêt payant avec obligation d'achat en fin de saison de 10 ou 11 millions, je ne sais plus combien, et ben on peut s'arranger. Vous savez comment fonctionne Benassia, les arrangements, ça existe dans le football, donc il n'y a pas de problème. Brassier pourrait partir. S'il ne convient pas à De Zerbi, c'est De Zerbi qui dira à Rossi, son ami le chauve là, et il lui dira à Rossi, va dire à la direction que Brassier, j'en peux plus. Voilà, le mec, il se chie dessus à chaque fois qu'on lui donne un ballon. Et quand il rentre en match, à chaque fois, il y a des buts qu'il prend, c'est ridicule. Non, j'en veux plus de Brassier. Donc, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez que Brassier, ça peut partir? Ou un autre joueur, Meïté, ou un autre joueur, je ne sais pas lequel. Peut-être Jonathan Rowe. Non, je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à me proposer vos joueurs que vous voyez partir de l'OM cet hiver. Voilà les amis, la question, et à chaque fois je vous poserai une petite question en fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format de vidéo. Voilà, c'est tout nouveau, hein. On va essayer de mettre ça en place. Pour l'instant, c'est pas vraiment très précis. Alors je vous redemande encore de vous abonner, de liker,
de mettre la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, des lives. D'ailleurs, ce soir, on se fait un test live. On se fera un petit test live. Donc, à partir de je sais pas quelle heure, voilà. C'est pour tester une nouvelle fonction. Voilà, je vous expliquerai ça ce soir. On se retrouve donc ce soir ou demain, ce soir surtout. Je pense avoir tout abordé avec vous. J'aurais pu aborder aussi un article de la presse, mais c'est pas grave. On va retourner en grand écran et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Et merci en tout cas pour ceux qui ont regardé jusqu'à maintenant. Je vous donne un petit mot de passe. Boule de neige. Allez, ciao, ciao les amis. Vive le foot chez Match Foot. Et surtout, allez l'OM. Et mon petit prono. Alors, mon petit prono OM Monaco. 2-1 pour l'OM.